Come on, freak! I'm not through with you yet! Come back here, freak! This isn't done by a long shot! Hey! Freak! Le 29 avril 1983, Nicolas Coppola apparaît pour la première fois sur grand écran sous son nom de scène, Nicolas Cage, car il voulait se démarquer de sa célèbre famille. Le film en question est sans prétention. Valley Girl est un petit teen movie sur le thème de Roméo et Juliette, tourné vite fait pour pas plus de 500 000 $ et produit pour occuper les ados américains avant l'été. Oh, bitchin', is this in 3D? No, but your face is. Mais ce qui n'aurait dû être qu'une anecdote sympa concernant le plus incroyable des acteurs récents, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z! Ha! est vite devenu quelque chose de beaucoup plus grand. En un week-end, Valley Girl va tripler son retour sur investissement, et à la fin de son exploitation au cinéma, le film aura rapporté au total quasiment 17 millions de $ à sa compagnie de production Atlantic Entertainment. Ravi de s'être fait autant d'argent sur un film aussi anodin, Atlantic veut recréer l'exploit et lance un appel d'offres à tous les jeunes scénaristes d'Hollywood. Le studio cherche un bon script de teen movie qui peut être tourné rapidement pour la modique somme de 1 million de $. Au même moment dans Los Angeles, Jeff Lubb et Matthew Weissman, deux scénaristes fraîchement diplômés de la Columbia School of Arts de New York, enchaînent les petits boulots en attendant de percer avec les scripts qu'ils écrivent ensemble. Lubb a pas mal d'idées, dont celle d'un ado qui jouerait mieux au basket une fois transformé en loup-garou. Les premiers films sur nos amis les lycanthropes datent des années 1910, mais c'est un peu plus tard, après que Frankenstein et Dracula ont fait un carton dans les années 30, que le studio Universal se décide à lancer un autre anti-héros, d'abord timidement avec Werewolf of London en 1935, puis en grande pompe avec The Wolfman en 1941, qui fera du loup-garou un des monstres classiques du studio. Au fil du temps, ces monstres perdent en popularité, éclipsés par les films d'horreur psychologique, les slashers ou les films de possession démoniaque. Mais le loup-garou va connaître une nouvelle heure de gloire dans les années 80. Deux films, An American Werewolf in London de John Landis et The Howling de Joe Dante, sortent en 1981 et sont le début d'une grosse flopée de films sur les mi-hommes, mi-loups. Les loups-garous ont donc carrément la cote en 84. C'est sûrement pour cette raison que Jeff Lubb veut en mettre un dans son film, et que Atlantic Entertainment est tout de suite séduit lorsque Lubb et Weissman leur proposent Teen Wolf. Le studio recrute donc le duo, quand bien même c'est leur premier long métrage. Avant ça, ils avaient travaillé sur un épisode du Voyageur sur HBO, et grosso modo en même temps que Teen Wolf, ils signent le premier jet de Commando, avec Schwarzenegger et des punchlines à 2 balles, un film qui vaut d'être vu, rien que pour son générique de début. Bref, la production de Teen Wolf doit aller vite et Lubb et Weissman écrivent le scénario complet en 3 semaines chrono. Les deux scénaristes ont le luxe de choisir le réalisateur de leur film. L'heureux élu sera Rod Daniel, qui jusque-là avait surtout bossé dans la pub ou pour des séries, notamment sur 24 épisodes de WKRP in Cincinnati. Après Teen Wolf, Daniel dirigera le body swap Mon père c'est moi, Chien de flic avec James Belushi, Le proprio avec Joe Pesci et Beethoven 2. Il reviendra à la télévision pour la fin des années 90, avant de conclure sa carrière en 2002 par Home Alone 4, aka Maman je suis seul contre tous, aka le seul épisode de la franchise à ne pas sortir au ciné, aka ce film a une note de 2,5 sur MDB, c'est pas possible. En 2011, interviewé par le Chicago Tribune, Rod Daniel, entre problèmes paternels et un Vietnam mal guéri, faisait un constat très sombre de sa carrière. Well, I hold no illusions. I don't rank with the greats. I made these fucking movies because I could, and because they paid me a great deal of money. I wouldn't buy a ticket to any of my movies. I made movies easily understood, easy to watch, you know. Couple that with the fact that you've got to feed your fucking family. And if you sit around and fucking say, I'll wait until the right movie, then forget it. I had to make a fucking living. I had a responsibility to my children, long before I had a responsibility to the fucking movies. He swears a lot, doesn't he? Pour le rôle principal de Scott Howard, on recrute Michael J. Fox, qui était à ce moment-là vaguement connu pour son rôle dans Sacrée Famille. D'abord trop occupé par cette série, Fox va pouvoir se libérer pendant 3 semaines. Meredith Baxter, la mère de cette famille sacrée, va bientôt accoucher et bénéficiera d'un congé maternité. Oui, un congé maternité de 3 semaines. Anecdote marrante, si Michael J. Fox refusait de faire Teen Wolf, le prochain acteur sur la shortlist était Eric Stoltz. Pas sûr que Stoltz aurait accepté puisqu'au même moment, il était occupé à tourner Retour vers le futur.
Aux côtés de Fox, on ne reconnaît pas grand monde, puisque, rappelons-le, la production n'avait que 1 million de dollars en tout et pour tout à débourser. Une petite revue d'effectifs s'impose malgré tout. James Hampton, encouragé par Fox lui-même, prend le rôle du père. Susan Ursity est parfaite dans le rôle de la girl next door. Jay Tarsis, à qui on attribue l'invention de la dramédie à la télé, volerait presque la vedette à Fox tellement il est hilarant en tant que coach désintéressé. Mark Holton, que vous connaissez peut-être comme le méchant dans Pee-wee's Big Adventure, campe le personnage super développé de Joufflu, ou Chubb dans la version originale. Il y a aussi un caméo de Linda Wismeyer, Playmates de juillet 82. Doug Savant, le mari de Lynette dans Desperate Housewives, est ici le meilleur joueur de l'équipe de Scott. Et enfin, Jerry Levine joue Styles, personnage devenu culte grâce à son enthousiasme et sa collection de t-shirts. Levine se reconvertira en réalisateur à la télé à partir de 1999, avec entre autres des passages chez Monk, Tout le monde déteste Chris et It's Always Sunny in Philadelphia. Et j'en profite pour vous recommander It's Always Sunny, qui est une série géniale, drôle, subversive, trop peu reconnue par la critique et peu connue en France il me semble, c'est trop bien, c'est à la fois du gros n'importe quoi et de la satire super bien réfléchie, il y a Danny DeVito qui joue un gros porc et Charlie Day est un joyau. Si vous connaissez pas It's Always Sunny, posez cette vidéo et allez regarder 1 ou 2 épisodes. Mais revenez quand même après. Michael J. Fox est un hockeyeur plus qu'un basketteur. La production lui donnera des entraînements réguliers pendant 2 semaines avant le début du tournage pour qu'il puisse se débrouiller dans les scènes de basket où il apparaît. Pour les scènes du loup-garou, la production cherche un double qui soit assez petit pour rentrer dans le costume, mais aussi assez bon sportivement parlant. Dick Baker, qui était consultant sportif sur le film, travaillait également en tant que directeur des activités sportives à l'université de Loyola Marymount à Los Angeles. La production lui demande s'il ne connaîtrait pas quelqu'un à la fac capable de faire le basketteur garrot pendant une semaine, et Baker désigne Jeff Glosser, un étudiant qui s'entraînait de temps en temps avec l'équipe de basket de Loyola. Glosser accepte, et en plus des 3 jours passés à transpirer dans son costume, il entraîne aussi Michael J. Fox dans son temps libre, puis finit la semaine en aidant à la réalisation des scènes de basket sans loup-garou. Pour la petite histoire, le contrat de Glosser était un peu fait sous la table, mais Fox lui-même fera pression sur le studio pour que son nom apparaisse au générique. Le reste du tournage ne se déroule pas sans encombre. Pour commencer, les scènes de basket sont tournées près de LAX, l'aéroport de Los Angeles, et chaque fois qu'un avion passe trop près, c'est-à-dire souvent, la prise est gâchée. Les acteurs passent 4 heures par jour sur le fauteuil de maquillage pour le masque de loup-garou, pour au final ne pouvoir manger que des soupes et des milkshakes à travers une paille. Michael J. Fox devient célèbre du jour au lendemain quand CBS décide de déplacer Sacrée Famille juste derrière le Cosby Show, et il nécessite donc une plus grande protection sur et autour du plateau, ce que la production n'avait pas du tout prévu. L'acteur regrette d'ailleurs d'avoir signé pour Teen Wolf, et déclare qu'il préférerait bosser pour Spielberg au lieu d'être recouvert de poils. Patience petit, patience. Tourné fin 1984, Teen Wolf finira par sortir aux États-Unis le 23 août 85 et en France le 27 novembre 85 avec la meilleure tagline au monde. Le film nous accueille avec son personnage principal, Scott Howard, recouvert de transpiration alors qu'il s'apprête à tirer des lancers francs. Et stop, on va déjà s'arrêter là parce qu'il n'y en a aucun de vous qui est au lycée. C'est bien ce qui me semblait. Donc Scott rate ses lancers, mais c'est pas très grave puisque son équipe n'en est plus à sa près. On apprend rapidement que les Beavers sont très mauvais, qu'ils n'ont pas gagné un seul match depuis 3 ans, qu'ils sont beaucoup moins athlétiques que leurs adversaires, que quasiment plus personne ne vient voir leur match, et que même le héros du film n'est pas vraiment si bon que ça. No, really? Ce premier match de la saison s'avère être un massacre total, mais Scott veut quand même sauver l'honneur à la dernière seconde, et se plante en beauté. Une fois le match terminé et la douche prise, Scott traverse Beacon Town, une ville fictive du Nebraska qui ressemble à n'importe quelle petite ville américaine, aux côtés de son ami Boof. Ce film a vraiment un problème avec le nom de ses personnages. Il arrive à la quincaillerie que son père possède et on comprend que sa mère est décédée depuis quelques années déjà. Le soir même, notre héros et son meilleur ami rejoignent quelques camarades pour un petit rassemblement tranquille. Avant cela, il leur faut acheter de la bière, et c'est pas facile quand on a 17 ans mais qu'on a l'air d'en avoir 25. Mais sans le faire exprès, Scott laisse apparaître un peu de son double Lupin. Give me a keg of beer. Toute la journée, en fait, il a découvert des petits symptômes étranges, un petit grognement pendant le match, le plus long poil du monde au beau milieu de sa poitrine, une forte sensibilité au sifflet pour chien, et une apparition furtive d'oreilles pointues qui ont presque gâché une séance de vansurfing. Styles il s'en fout parce que lui il peut se transformer en Gilbert Montagnier.
Scott veut oublier tout ça dans cette soirée de grande débauche, sérieux c'est quoi ce jeu et sérieux c'est quoi cette nana habillée en lingerie victorienne, tandis que Boof, qu'il aime pas si secrètement, l'attire dans le placard pour une petite séance de butinage de laquelle son pull ne sortira pas indemne. Décidément pas dans son assiette, Scott rentre chez lui pour essayer de se calmer dans la salle de bain, mais la pleine lune fait son effet. Voilà donc Scott complètement transformé, dans un costume et un maquillage franchement bien foutu pour être honnête, alors que toute cette agitation a capté l'attention de son père. Et oui, le père de Scott est aussi un loup-garou. Harold, c'est son nom, apporte à son fils, à qui il a réussi à cacher ça pendant environ 17 ans alors qu'ils vivent seuls, quelques explications et un petit conseil. When you want it, you're gonna have great power. With great power comes great responsibility. Ouais, d'accord, elle était facile. And with great power goes a greater responsibility. Ah. Scott décide de révéler sa double identité à Styles. Are you gonna tell me you're a fag? I mean, if you're gonna tell me you're a fag, I don't think I can handle it. Avec la même logique de transformation que Hulk dans Avengers, puisque d'un coup, paf, c'est bon, il réussit à se contrôler. Par contre, il n'en parle pas à Boof, qui ne lui dit rien non plus sur le fait qu'il a complètement déchiqueté ton haut la dernière fois qu'il t'a vu, meuf, il t'a fait saigner, comment tu peux être aussi chill? Arrive le deuxième match des Beavers contre un lycée militaire, Scott se retrouve au sol à se battre pour le ballon quand soudain... Le secret de Scott n'aura pas duré très longtemps puisque ses amis, ses coéquipiers et son coach sont maintenant au courant et aucun d'eux ne sait vraiment quoi faire avec cette nouvelle information. Ils semblent tous plutôt choqués et surpris que leur camarade se soit transformé en monstre. On ressent même un peu de peur dans leurs yeux. Le surnaturel fait partie du réel. Comment gérer ça? Et ah non, c'est bon, le loup-garou est plutôt bon au basket donc ça va, tout va bien. Grâce à des beaux dunks sur des trampolines hors cadre, Michael J. Wolf emmène les Beavers à la victoire et se fait porter en héros par les spectateurs. Il devient instantanément ultra populaire dans son lycée, ce qui lui vaut l'intérêt de la belle blonde Pamela et, reconnaissance ultime, lui donne le droit de faire du breakdance avec le seul noir qui apparaît dans le film. Scott Garou devient un véritable phénomène puisque dès le match suivant, les gradins sont remplis et les Beavers écrasent leurs adversaires qui ont semble-t-il oublié tout leur basket. En cours aussi, c'est une vraie réussite, comme on peut le constater grâce à cette prof qui note ses copies au rouge à lèvres. Peut mieux faire. Scott veut compléter cette série gagnante en s'essayant au théâtre et je vais vous laisser 5 secondes pour bien absorber l'absurdité totale de ce plan. Voilà, et si Garou n'est pas très bon acteur, sa collègue Pamela s'en fout et se jette littéralement sur lui en coulisses dans une scène au relent de zoophilie. Ce qui prouve que... Cependant, bien entendu, les choses vont assez vite mal tourner. Scott devient un peu trop frimeur et fait du van surf en plein centre-ville, ce qui embarrasse un peu son père. Il commence à jouer complètement perso et à piquer le ballon à ses propres coéquipiers en plein match. Un de ses meilleurs potes ne lui parle plus et il se rend compte que Pamela ne s'intéressait pas vraiment à lui. Mais heureusement, l'entraîneur est là pour lui remonter le moral. Let me give you a little advice. There's 3 rules that I live by. Never get less than 12 hours sleep. Never play cards with a guy who's got the same first name as a city. And never go near a lady who's got a tattoo of a dagger on her body. Les choses dérapent complètement lors du bal de promo. Après une petite référence à Thriller sorti 2 ans plus tôt, Mick, le copain jaloux de Pamela, fout une droite à notre héros qui, par réflexe, lui arrache la chemise comme un vulgaire cadre d'Air France. Effrayé par ce qu'il est devenu, Scott se promet de ne plus se transformer en loup-garou. C'est à ce moment que les scénaristes sortent de leur chapeau une finale de championnat qui a lieu le jour même. L'équipe adverse est la même que lors du match d'ouverture, et je crois que l'arbitre c'est Marvin le Martien vu comment les joueurs se font démonter sans qu'une seule faute soit sifflée. Scott arrive au match alors que les Beavers sont loin derrière au score. Malgré la pression de ses coéquipiers, il ne se transforme pas en loup-garou mais donne un bon petit speech motivateur qui va relancer les troupes. Ça et le fait que Joufflu se fasse traiter de gros par un adversaire. Apparemment se faire appeler Joufflu, uniquement Joufflu, même dans le générique de fin c'est juste Joufflu, ça passe sans problème, mais se faire traiter de gros, ça l'enrage tellement qu'il commence à mettre ses shoots. Donc les Beavers deviennent bons sur un claquement de doigts et remontent peu à peu au score. Et quand je dis peu à peu,
C'est vraiment peu à peu. Le réalisateur commence à montrer ça limite en temps réel, et c'est honnêtement un peu chiant, surtout que la musique est pas exactement prenante. Le film vous a vu piquer du nez et décide d'accélérer. On est dans les derniers instants du match, le score est de 50-51 pour les Dragons, et Scott a le ballon en main. Les dernières secondes durent des plombes, Scott va au panier et se fait découper par Mick, son adversaire direct. Il obtient des lancers francs alors que le temps est écoulé. Conformément aux règles, il est laissé seul sur la ligne des lancers, et pas du tout conformément aux règles, Mick se pose juste en dessous du panier. Coucou! On se retrouve donc dans la même situation qu'au tout début du film, sauf que cette fois-ci, sans surprise, Scott inscrit ses 2 lancers. Les Beavers sont donc champions régionaux, Scott a tout réussi par lui-même sans se transformer, et il peut aller prendre bouffe dans ses bras dans un câlin rempli de sueur. Ah, il y a un figurant qui monte sa tub. Eh ben, c'était bien cool! Ce qui aurait pu n'être qu'un film de série B très moyen est au final une comédie légère assez agréable, portée par un Michael J. Fox charmant comme tout. Il y a de la diversité dans l'humour, le maquillage et le costume des loups-garous sont franchement pas dégueux, et je dirais même que la réal tient le coup pour un film tourné en 3 semaines. Dans le même registre, les effets sont un peu cheap, mais on fait ce qu'on peut quand on a $1 million à dépenser pour un film entier. Bien sûr, Teen Wolf n'apporte rien de nouveau au teen movie. On a un ado moyen pas super populaire, des house parties remplies d'alcool, un choix cornélien entre Betty et Veronica, un athlète connard, une ville moyenne américaine, un rejet de l'autorité, un bal de promo et d'autres stéréotypes bien trop nombreux pour que je les cite tous. Par contre, c'est pas vraiment un film de loup-garou, et les conventions des œuvres littéraires ou cinématographiques autour du loup-garou ne sont pas du tout respectées. Scott et son père se contrôlent très bien quand ils sont transformés, ils peuvent a priori décider eux-mêmes quand ils se transforment ou non, la malédiction est quelque chose d'héréditaire qui apparemment saute des générations de temps à autre, la double identité n'est un secret pour personne, et le loup n'apparaît même pas dans les 20 dernières minutes du film, sans compter que Scott Garou ressemble plus à un Wookiee qu'à un loup, et que le tout n'a pas grand chose d'horrifique. Et alors non, c'est pas vraiment un figurant qui monte sa tub, c'est une figurante en fait, comme démontré par les rushs du film. Cette légende urbaine, popularisée par Family Guy, a fait son bonhomme de chemin parce que Teen Wolf est resté dans les mémoires, par son high concept déjà, puisque le film se base sur la phrase « c'est un loup-garou qui fait du basket », grâce à son encapsulation des années 80, de par son esthétique globale, le look de ses personnages et certaines choses un peu moins glorieuses, mais aussi et surtout grâce à l'idée de génie de ses producteurs. Le film est sorti le 23 août 85 aux États-Unis, mais ça fait un peu tard pour un film censé sortir au printemps comme son grand frère Valley Girl. Il se trouve que, une fois que Teen Wolf était dans la boîte, monté, fini et prêt à être distribué, le studio a décidé de jouer la montre, car il se chuchotait dans les couloirs d'Hollywood que Retour vers le futur version Michael J. Fox, tourné entre-temps, allait être très bon et faire un carton au début de l'été. Atlantic Entertainment a donc repoussé la sortie de Teen Wolf à la fin août, 1 mois et demi après Retour vers le futur, soit assez tard pour ne pas être dans son ombre, mais assez tôt pour profiter complètement du nouveau statut de mégastar de Fox. Et ça a marché d'enfer. Teen Wolf a rapporté $33 millions aux États-Unis, plus 40 autres millions à l'international, où le studio a utilisé la même tactique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle toujours de Teen Wolf. 40 ans toujours puceau y fait référence, des comédiens parodient ses moments les plus absurdes, MTV lui a donné un reboot Dark and Gritty, et la boîte Shout Factory lui a même dédié un tout beau Blu-ray édition collector l'an dernier, qui inclut plein de bonus dont un making-of de plus de 2h30. Je ne l'ai pas commandé, ça me serait revenu à plus de 100 € sans garantie de choper des nouvelles infos. Je vous aime bien, mais il y a des limites. Teen Wolf est donc un produit purement commercial, puisque le seul but du film était de gagner de l'argent. Cependant, on peut lui trouver un sens plus profond. Pour commencer, la métaphore de la puberté n'est pas du tout cachée. Scott se découvre des poils à des endroits où il n'en avait pas avant, sa voix change à des moments aléatoires, et il déclare même ouvertement que I'm going through changes. En gardant cette idée de côté, on peut même aller plus loin. On nous présente un lycéen moyen, presque insignifiant, dans une petite ville du Nebraska, qui veut pouvoir sortir du lot, qui souffre de la pression de groupe ou de ses potes, qui ne se sent pas forcément bien dans sa peau, bref, qui cumule les angoisses d'adolescent. Sa lycanthropie ne sera d'ailleurs qu'un stress supplémentaire. I got a bad outside hook shot. I'm allergic to eggs. I got a $6 haircut. I mean, I have problems. I don't need this one. On retrouve donc cet ado à un instant charnière de sa vie, où il doit choisir quel genre d'adulte, et même quel genre d'homme, il va être. Dans un film pauvre en personnages féminins, Scott est entouré d'exemples de masculinité. Il y a d'abord Mick, représentant de la masculinité toxique, un grand athlète agressif à la mâchoire carrée qui a déjà fait de la prison, qui dit que sa copine lui appartient et qui lui fout la main aux fesses, et qui traite les personnes un peu différentes de freak.
Il y a aussi son père, un homme responsable et plutôt sympathique qui a élevé son gamin a priori seul et qui est propriétaire de son commerce au centre-ville. Entre ces deux extrêmes, on retrouve le coach, un espèce d'ado éternel qui bouffe des œufs crus en plein match mais qui est très proche de ses joueurs, ou les militaires, toujours vecteurs d'une certaine idée de la discipline et de la virilité et qui déclenchent la première apparition du loup-garou en public. Scott décidera de suivre l'exemple de son père tout en créant sa propre voix. D'ailleurs, une des questions que l'abbé Weissman posait aux candidats lors des auditions des réalisateurs, c'était « De quoi parle ce script ?» Et alors que tous répondaient « C'est un film de loup-garou », Rod Daniel a décroché le boulot en répondant que c'était une histoire entre un père et son fils. Une lecture qui aurait été facilitée par l'inclusion de 7 scènes dans le montage final, dans laquelle Scott discute avec son père avant la finale et lui annonce sa décision d'être plus responsable et de ne plus se transformer en loup-garou. Vous trouverez tout ça peut-être un peu tiré par les cheveux, mais j'aime penser que l'abbé Weissman ont voulu faire passer un message dans ce qui était leur tout premier script, et j'aime aussi over-analyser les petits films comme celui-ci. Je pourrais encore vous donner des tas et des tas d'anecdotes sur Teen Wolf, comme le fait qu'il y a eu un Saturday Morning Cartoon adapté du film, ou qu'un remake féminin a été écrit avant d'être transformé en ce qui deviendra Teen Witch. Mais j'ai encore une question sur le film qui me taraude. Pourquoi le basket ? Je veux dire, c'était clairement pas le souci principal pendant le tournage. Les règles basiques ne sont pas respectées, que ce soit pour les fautes, les marchés ou les lancers. Il y a trop de faux raccords pour les compter, certaines actions sont franchement étrangement similaires, et pour la petite anecdote, Michael J. Fox avait demandé à Rod Daniel s'il pouvait improviser certaines séquences avec les autres acteurs. Mais après avoir filmé 1 heure des plus embarrassantes scènes de basket au monde, selon le réalisateur, il a été décidé de scripter toutes les actions. Donc si le basket n'était le point fort de vraiment personne, on peut se demander pourquoi il a été utilisé dans le film. Il n'y avait aucune obligation historique, ou même géographique, aucune star à l'écran, le basket n'était pas encore trop à la mode au début des années 80, et très honnêtement, si on remplaçait le basket par, au pif, le football américain, le film serait exactement le même. Un élément de réponse serait que, au basket, contrairement aux autres sports américains, un seul joueur peut avoir une influence énorme sur le résultat final ou sur la forme de son équipe, et donc lorsque le loup-garou domine, il change vraiment le cours du match et toute son équipe s'en trouve transformée. Cette explication ne tient pas complètement la route, déjà parce que ce serait oublier tous les sports individuels dans lesquels le loup-garou aurait pu exceller. D'ailleurs, dans le très médiocre Teen Wolf 2, le personnage principal joué par Jason Bateman fait de la boxe. Pour moi, la réponse se trouve ailleurs, dans un vieux cliché qui dit que pour être bon au basket, il faut forcément avoir des capacités athlétiques hors normes, soit sauter très haut, soit être super musclé, ou bien sûr être très grand. Être un surhomme en quelque sorte, et le loup-garou présenté dans Teen Wolf est exactement ça, un humain aux forces décuplées. En fait, Jeff Lubb s'est inspiré de sa passion pour les comics pour écrire le film. Il bosse d'ailleurs depuis les années 90 pour DC et Marvel, y compris à la télé. Au final, Scott est un super-héros comme un autre, et comme pour bon nombre de super-héros, pour montrer aux spectateurs qu'il a des pouvoirs exceptionnels et surhumains, on le fait jouer au basket. That's a 90-footer. Je peux comprendre qu'en voyant le physique de LeBron James, les bras de Giannis Antetokounmpo, la taille de Boban Marjanovic, ou à l'époque les dimensions de Shaquille O'Neal et la capacité de vol de Michael Jordan, on peut se dire que ce sport est réservé à certains spécimens. Mais on parle là d'exception, et surtout on parle là du meilleur championnat de basket au monde, et ce cliché à la con ne se limite pas à la NBA, il se retrouve partout, à tous les niveaux. Je fais 1m98 et grosso modo la totalité des gens que je croise me demandent si je fais du basket, parce que dans l'esprit de tout le monde, grand égale basket et basket égale grand. Alors qu'à mon niveau, la moitié des joueurs fait moins d'1m80. Ces stéréotypes sont vraiment absurdes, parce que la force du basketball réside dans la foule des éléments de jeu qui peuvent rendre un joueur bon ou faire basculer un match, que ce soit le tir de loin, la défense, le placement dans le collectif, la vision de jeu, le tir à mi-distance, le placement au rebond, le maniement du ballon, le jeu d'appui dans la raquette, l'endurance, le timing au contre, la création d'espace, la vitesse,
les blocs, l'entente avec le coach, le lay-up, le mental dans les moments cruciaux, le premier pas, la capacité à être efficace dès la sortie de banc, les démarquages, l'envie pure et simple de se jeter sur tous les ballons, la résistance au choc et au coup, l'application des systèmes, le niveau en 1 contre 1, les fondamentaux, le fameux QI basket ou effectivement la détente, le physique et la taille. Si vous réussissez à dépasser les dunks, les mecs de 2m15 et même la simple NBA, vous pourrez découvrir un sport incroyablement riche. Donc voilà, je me suis un peu éloigné du film, même si maintenant vous devez en avoir l'habitude. Pour revenir au point de départ, Teen Wolf est un bon divertissement, mais regardez-le plutôt pour Michael J. Fox que pour le basket, vous risqueriez d'être déçu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine avec un nouveau film. Ciao!